Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette première de Science Popcorn. Science Popcorn, l'émission des cinéphiles de Sciences Po Ex. Aujourd'hui, un long format consacré à ce classique de la SF dont tout le monde parle en cette fin d'année. Non. N'attendez pas une émission consacrée à Star Wars, non. Aujourd'hui, on parle de Blade Runner, le célèbre film de Ridley Scott et désormais célèbre film de Denis Villeneuve. On parlera de sa genèse, de son influence, on en parle après une bande-annonce. Every civilization was built off the back of a disposable workforce. But I can only make so many. Happy birthday. There is an order to things. That's what we do here. We keep order. The world is built on a wall that separates kind. Tell either side there's no wall, you bought a war. You're a cop. I had your job once. I was good at it. I know. What do you want? I want to ask you some questions. The key to the future is finally unearthed. Bring it to me. They know you're here. I always told you, you're special. Your story isn't over yet. There's still a page left. Adapté du roman de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, Blade Runner raconte l'histoire de Rick Descartes, un agent un peu spécial dont la mission est d'éliminer des androïdes, appelés les réplicants. Mais le plus bizarre dans cette histoire n'est peut-être pas lié au personnage interprété par Harrison Ford, mais plutôt lié à cet univers dystopique dépeint par Philip K. Dick, puis par Ridley Scott en 1982. Un univers dystopique où s'organise une drôle de cohabitation entre humains et androïdes, et qui nous interroge sur le transhumanisme et la modernité. Et alors on va commencer tout de suite avec des thèmes très sérieux, on va parler transhumanisme, philosophie et Descartes. Wouhou! C'est parti, qu'est-ce qu'être humain? Qu'est-ce que la conscience? C'est la question que pose Ridley Scott dans Blade Runner. Au-delà de son esthétique visuelle cyberpunk et son décor apocalyptique et très futuriste, Blade Runner c'est donc avant tout un film dont le sujet principal reste l'humanité et son évolution. Ridley Scott adopte ainsi un regard très critique sur le rapport qu'entretient l'humain avec son évolution, la modernité et le progrès technologique. Les réplicants, donc dont la mission d'Harrison Ford est de les arrêter ou plus exactement de les retirer, sont des androïdes qui sont créés à partir d'ADN humain. Ils sont utilisés et vendus comme des objets. Il y a des réplicants objets sexuels, porteurs de charges lourdes, spécialisés pour le combat, de toutes sortes. Cependant, tout au long du film, le réplicant Roy Batty, qui est joué par Rutger Hauer, si je me rappelle bien, s'applique à prouver le contraire. Il pose ainsi tout le long du film la question de l'identité des réplicants et de leur humanité au-delà de leurs origines artificielles. Ainsi, les réplicants emploient le mot « jeu », prouvant qu'ils ont conscience d'eux-mêmes. Certains, comme Rachel, ne savent même pas qu'ils sont des réplicants. Mais bien que sur le plan physique, les réplicants dépassent en tout point l'humain, c'est le discours de fin de Roy Batty qui nous éclaire véritablement sur leur nature profonde. Alors, ils partagent la motivation fondamentale qu'ont en commun tous les êtres vivants. Allez, on en fit. Exactement. Peu importe leur espèce, la survie.
La peur de la mort, la mémoire, les émotions, autant de traits qui rendent les réplicants toujours plus humains, là où les véritables humains du film ne le sont plus vraiment, à l'image de J.F. Sébastien, le créateur des réplicants, qui est complètement déshumanisé dans le film, il n'a plus d'émotion et tout. On peut donc voir dans Blade Runner une prolongation du cogito ergo sum, la façon compliquée de dire je pense donc je suis de Descartes. Tu parles latin, toi? Un petit peu, c'est mes talents à cacher. Sciences Po, hein. Sciences Po. La culture générale, c'était des dégâts. Ah, oui. D'ailleurs, en parlant de culture générale, le personnage de Descartes fait directement référence au philosophe français Descartes. C'était un petit clin d'œil comme ça. Et donc pour en revenir au film, là où Descartes place le fondement de la conscience humaine dans cette certitude je pense donc je suis, Blade Runner nous montre l'avènement de ce que les transhumanistes appellent la singularité. Autrement dit, ce moment de l'histoire où une intelligence artificielle dira symboliquement le cogito ergo sum de Descartes. Dans Blade Runner, des androïdes artificiels s'approprient le cogito ergo sum de Descartes, ce qui semble poser la question de leur statut. Puisqu'ils semblent être humains sur tous les plans, parfois même plus que les humains eux-mêmes, pourquoi sont-ils réduits au rang d'esclaves et traités comme des objets? N'est-ce pas là un comportement inhumain que d'agir ainsi? La question du statut des réplicants fait non seulement écho à notre relation à la technologie, mais également à celle que nous entretenons ou avons entretenue avec nos semblables, par exemple dans le cadre de l'esclavagisme. Le film dépasse donc la certitude de Descartes, puisque le cogito ergo sum n'est pas suffisant pour s'octroyer un statut véritable d'humain. Mais alors, qu'est-ce qui fait vraiment le statut d'humain? Autant de questions en suspens qui se perdront dans l'oubli, comme des larmes dans la pluie. Quelle chute! Deuxième référence pour les connaisseurs. Que c'est beau. Que ça c'est référence beaucoup dans cette émission. Mais du coup, vraie question, parce que c'est la question la plus importante. Descartes, répliquant ou pas répliquant? Ça dépend des versions du film, il y a plusieurs théories, mais pour moi c'est répliquant à 100%. Et ça va se confirmer dans le second film. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Dont tu vas nous parler d'ailleurs tout à l'heure. Un projet fou qui aurait effrayé plus d'un réalisateur, on est d'accord, mais visiblement pas Denis Villeneuve. Alors Denis Villeneuve est-il fou, inconscient, suicidaire? Oui, sans doute. Parce que quand il a été annoncé sur internet que par Ridley Scott qui voulait faire une suite à Blade Runner, on va être honnête, on s'est tous chiés dessus, surtout quand on sait ce que est capable de faire le bonhomme ces derniers temps. Prometheus, Alien Covenant, bon. Mais le film est réalisé par Denis Villeneuve. Donc ce nom, il vous dit peut-être rien, mais le réalisateur québécois qui a 50 ans aujourd'hui, il est en train de se faire une place à Hollywood, comme peut-être l'un des meilleurs réalisateurs de sa génération, c'est sûr, et même actuel, j'ai envie de dire. Donc comme Christopher Nolan, il réalise ce qu'on appelle des blockbusters d'auteur, donc qui sont des films grand public, mais qui prennent le temps de construire un vrai scénario, avec des enjeux forts, et qui sont pas... Et qui ne sont pas prévisibles, tout simplement. Qui sont pas prévisibles, exactement, comme la plupart des blockbusters, Transformers, etc. Enfin, même si Transformers c'est tellement nul que c'est imprévisible, mais bon, ça c'est autre chose. Donc il a fait ça... Transformers nous surprend dans sa médiocrité, Ah oui, c'est ce que tu es en train de dire. Fabuleux. Et donc, désolé aux fans de Transformers. 4, c'est quand même Il n'y en a plus beaucoup, je pense. Ouais. Donc Denis Villeneuve, il a aussi fait des films d'auteur, donc Prisoners avec Jake Gyllenhaal et Hugh Jackman, et Enemy, toujours avec Jake Gyllenhaal, mais aussi Mélanie Laurent. Voilà. Et la French Touch. La French Touch, exactement. French Touch, tu comprends rien. Ouais, ça, c'est des films qui sont beaucoup plus complexes à appréhender, notamment Enemy, qui est vraiment un film mindfuck. D'ailleurs, moi, la fois où j'ai vu, j'ai absolument rien compris, j'ai eu besoin d'aller voir une vidéo d'interprétation, enfin, bref. Et donc, Denis Villeneuve, c'est un réalisateur assez hétéroclite, qui est capable de faire vraiment des choses très différentes. Et pourtant, il y a quand même un style de Denis Villeneuve qui est très compliqué à définir, mais je vais tenter de donner quelques axes et quelques motifs, en fait, qui reviennent souvent dans ces films. Donc déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ces personnages, ils sont souvent enfermés et écrasés par les enjeux ou leur environnement. Alors Ryan Gosling, dans Blade Runner 2049, c'est les deux, puisqu'il est écrasé à la fois par l'environnement de Los Angeles, de cette ville dépeinte déjà dans Blade Runner, et aussi par l'enjeu, qui est sa survie. Par exemple, Hugh Jackman, il est dépassé par l'enjeu de sauver les enfants dans Prisoners, etc. Donc il y a souvent ce motif-là, il revient dans la plupart de ces films. Il y a aussi les compositions sonores très marquantes. Il y a un énorme travail sur le son. D'ailleurs, Premier Contact a gagné un Oscar en rapport avec le son récemment. Et l'ambiance sonore, elle fait donc vraiment partie du style Villeneuve. Et en fait, ces deux aspects, on les retrouve dans les plans
Denis Villeneuve, c'est des plans en plongée sur un environnement du film où il y aura une boucle musicale qui va revenir et qui en fait servira à marquer l'écrasement des personnages. Donc ça on le voit bien dans Sicario avec Emily Blunt, quand il filme El Paso, la frontière avec le Mexique, avec ces énormes basses, ces baffes que met la composition. On comprend bien qu'elle est écrasée par ce qui lui arrive, et ça on le voit donc comme j'ai dit dans Blade Runner 2049 avec Ryan Gosling, qui est excellent dans le rôle en plus. Pour la musique est presque un personnage. Hein. Exactement, exactement. Nous y reviendrons à la fin de l'émission sur la musique. Et donc, sommairement, c'est ça le style de Denis Villeneuve, et on le retrouve dans ce qui est peut-être son meilleur film à l'heure actuelle. Je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. En tout cas, il est mieux que Blade Runner. En tout cas, il est mieux que le premier Blade Runner. Oui, on ose. Ça, c'est une prise de position. Ouais, exactement. Ça, moi, je suis pas totalement d'accord. On y bon. reviendra peut-être, mais on verra. En attendant Dune, qui est aussi le gros projet de Denis Villeneuve qu'on attend tous, donc Blade Runner 2049. Ouais, bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ce film? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, exactement. Claude dit. Blade Runner de Ridley Scott avait marqué un grand coup. Hein, c'est un film qui a fait référence et qui fait date pour la science-fiction notamment. Et là, qu'est-ce que nous avons avec la suite proposée par Denis Villeneuve? Est-ce que sa suite se hisse au niveau de ce qui était le premier, qui, je rappelle, voilà, est un chef-d'œuvre incontesté, incontestable, certains le disent. Ah, c'est un culte, hein. Ouais, clairement. Mais moi, pour ma part, je le dis, j'ai préféré Blade Runner 2049. Alors pourquoi? Et pourquoi? Et oui. Déjà, la précision des visuels de Villeneuve, la musique de Hans Zimmer. Bon, Vangelis, j'adore, hein, mais voilà, ça c'est magnifique. Beaucoup de force dans ce film. Les thèmes abordés de toute façon sont semblables au premier, donc même les fans du premier s'y retrouveront. Hein. C'est une équipe gagnante à ce niveau-là. Et puis bon, il a tenu compte de certaines évolutions. Quand on voit comment il développe le thème de l'intelligence artificielle, c'est vraiment très pertinent par rapport à comment ça évolue actuellement. Un film. Le personnage de Joy et tout ça. C'est pour ça que... Et l'actrice, elle est fabuleuse d'ailleurs. C'est pour ça que le film m'a fait beaucoup penser au film de Spike Jonze, Her, avec Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson. Mais c'est un peu là le problème, hein, parce que effectivement, ce film 2049 nous propose certaines choses, mais qui ont déjà été débroussaillées dans d'autres œuvres. Hein. Donc les nouvelles technologies, les progrès des effets spéciaux, on a vu Avatar, hein, on a vu tout ce qu'on pouvait faire actuellement, donc un futur plus vrai que nature, on a déjà vu. La question de savoir si l'artificiel est une contrefaçon ou pas, bon ben là on a eu des films, l'intelligence artificielle, Spielberg, intelligence artificielle, ou encore le précédent nous avait encore questionné sur qu'est-ce qu'un humain. Et ça, voilà, bon, ça c'est encore un thème, rien de nouveau. Les films de Christopher Nolan sont vraiment dans le réel, même quand il fait de la science-fiction, hein, pour Interstellar. Bon, ben voilà, le vaisseau il y est. Enfin, la fin du monde, c'est bon. Christopher Nolan nous la montre. Et donc à ce niveau-là, rien de nouveau aussi pour ce qui est de l'univers. Hein, les dystopies, on connaît. Alors que Blade Runner le premier avait posé un jalon, celui d'une SF réaliste. Je vous signale qu'à la même époque, ce qui cartonne, c'est Star Wars. Hein. C'est les Ewoks, les piou-piou, bon. C'est un contraste énorme. Hein. Les sabres de couleur. Exactement. Mais bon, écoutez, des thèmes philosophiques dans Star Wars. Des thèmes mythologiques, oui. Enfin, on va pas dire que Star Wars n'est pas philosophique. Je me dis pas, je pense donc je suis, tu vois, c'est pas. Je suis Obi-Wan, je suis Darth Vader, je suis Anakin. On a déjà critiqué Transformers, on va pas aussi se mettre à dos les fans de Star Wars, dont je fais partie. On a critiqué Star Wars. Donc voilà, Le 6 il est nul. Intouchable. Non, le 7. Et le 7 il est pire. Non, le 6. Et Rogue One il est génial. Et Rogue One il est génial. Rogue One, très bien. On digresse. Difficile de renchérir après ça. Et voilà, même époque, on a aussi E.T. Voilà, c'est ça la science-fiction, c'est la science-fiction pour papa et maman, les enfants, toute la famille, tata. Rien de transcendant. Et Ridley Scott arrive avec Blade Runner et pose vraiment la science-fiction comme Kubrick l'avait fait, mais Kubrick avec 2001 c'est dans le futur très loin. Là, il nous propose une vision de notre avenir glaçante et saisissante.
ce qui était assez nouveau à l'époque. Avec Donc, un budget très limité en plus. Hein, en plus, c'est vrai ça. À le préciser, il avait 0 budget, vraiment. Et tu revois le film, il a pas vieilli. Hein. Non, bien sûr, les visuels sont magnifiques même maintenant. Donc, on comprend pourquoi il a fait référence ce film. Alors que j'ai bien peur que, même si j'ai préféré 2049, il ne fasse pas date comme celui de Ridley, malheureusement. Alors pourquoi tu l'as préféré du coup pourquoi tu l'as préféré? En un mot. Parce que je préfère le style Villeneuve, sûrement plus moderne. Hein. Après, nous sommes tous des spectateurs des années 2000-2010. Exactement. Puis le jeu d'acteur est quand même beaucoup moins surprenant dans 2049. Franchement, quand on regarde le premier Blade Runner, il faut faire un énorme effort sur le jeu d'acteur pour pas se dire qu'il joue mal presque. Notamment Harrison Ford. Tous les autres sont dans le surjeu, mais bon ça encore, mais Harrison Ford il joue quand même très bizarrement, tandis que là c'est un jeu beaucoup plus réaliste. Pour l'action, Ryan Gosling, bon bah il est fabuleux. Très minimaliste, comme à son habitude. Je suis pas vraiment d'accord. Moi, on pourrait parler de Drive dans God Forgives, mais ce n'est pas le sujet. Moi je suis pas vraiment un grand fan du jeu d'acteur de Ryan Gosling qui est vraiment monotone je trouve. Voilà, vraiment monotone, ouais. J'ai un petit peu du mal avec son jeu, mais après c'est vraiment personnel. Ouais, tout à fait, mais c'est pour ça, moi Non mais il est clivant, on est d'accord, il est clivant. Le premier, il avait quand même une esthétique un peu film noir comme ça. C'est passé ça, on n'a pas quand même ça. Cyberpunk. Oui, mais dans 2049 on retrouve pas trop ça. Dans 2049 on n'a pas, comment on peut dire, la même part d'ombre, voilà, ce côté obscur qu'il y avait dans le premier film. Au contraire, moi j'ai trouvé que par moments c'était vraiment un film qui nous enchante. Enfin, je veux dire visuellement et tout, c'est un film très beau, très coloré par moments, très saturé aussi. Voilà, c'est surprenant. Après la musique, parlons de la musique. La musique de Blade Runner de Ridley Scott a été composée par Vangelis. Alors c'est un compositeur qui n'est pas connu des spectateurs de moins de 30 ans, mais il a notamment réalisé la musique du film Les Chariots de Feu. Et il a été oscarisé pour cette partition, mais on peut également citer la musique de 1492, Christophe Colomb, avec Gérard Depardieu, notre jugé national. Ah oui. Vangelis, à l'instar de John Carpenter ou de Giorgio Moroder, ou même encore de Wendy Carlos avec Orange Mécanique, est pour beaucoup dans la normalisation de la musique électronique au cinéma. Et cette musique, pour Blade Runner, est véritablement indissociable de l'image et de l'ambiance générale du film et de l'univers de Los Angeles en 2019, où on le rappelle, il y a des voitures volantes. Bon, ce n'est pas anachronique. C'est pourquoi la responsabilité fut grande pour Hans Zimmer, qui est l'un des compositeurs les plus en vue et les plus talentueux qu'ait connu le cinéma. Il est plus à présenter, je pense, maintenant. Voilà. Pour Hans Zimmer et pour Benjamin Wallfisch, lorsqu'ils se sont vus confier la réalisation de la musique de Blade Runner 2049. Ont-ils été à la hauteur de leurs prédécesseurs? Clairement. Je pense qu'on peut dire clairement. Je pense que l'avis est unanime. C'est pourquoi nous vous invitons chaleureusement à aller voir le film pour son histoire, pour son ambiance, pour ses visuels, pour les questions philosophiques qu'il soulève. Exactement. Le scénar, enfin on n'en a pas parlé, mais bon. Le scénario, mais aussi chaleureusement pour sa musique. Et c'est ainsi que se termine le premier long format de Sur Popcorn. Personnellement, on vous dit à très bientôt. Allez, à bientôt. Bon Mathilde, t'en as pensé quoi?